À mon avis, la carte européenne va dépendre en grande partie de notre décision par rapport à cette agression. Chers amis du Dessous des cartes, voici une leçon de géopolitique, une interview carte sur table en lien avec l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on est en ligne avec Constantin Sigov. Bienvenue à vous, merci infiniment d'être là. Merci, bonjour. Vous êtes une figure du paysage intellectuel ukrainien. Vous enseignez la philosophie et la littérature européenne à l'université Mohyla de Kiev et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment récemment Quand l'Ukraine se lève, la naissance d'une nouvelle Europe. Également cet ouvrage, Le courage de l'Ukraine, une question pour les Européens. Et puis votre dernier livre, Musique en résistance, qui nous parle d'Arvo Pärt et de Valentin Silvestrov, la résistance de deux grands musiciens, l'un est estonien, l'autre ukrainien. Ils ont résisté au régime soviétique et aujourd'hui ils résistent à Poutine. Il se trouve que ces deux musiciens sont aussi vos amis. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur eux et sur ce dernier livre? Les deux pays, l'Ukraine et l'Estonie, ne sont pas effacés de la carte parce qu'ils ont des voix si puissantes. Arvo Pärt, le plus grand compositeur estonien, est aussi le compositeur le plus joué sur la planète parmi les compositeurs vivants. Il se trouve qu'il est ami de longue date avec Valentin Silvestrov, la voix la plus puissante de la musique ukrainienne, malheureusement exilé aujourd'hui à Berlin, mais qui compose toujours la musique qui me fait respirer chaque matin. Et donc, je publie depuis 8 ans sur YouTube la musique de Silvestrov, la chaîne Silvestrov Music, accès libre gratuitement. Constantin, vous dites qu'écouter leur musique, ça permet d'oublier un peu le vacarme des drones et de la désinformation russe. Ce vacarme, est-ce qu'il est plus pénible que jamais alors que vous vivrez bientôt votre quatrième hiver de guerre en Ukraine? Oui, il est plus pénible que jamais parce que c'est à la fois beaucoup plus massif, donc il y a des centaines de drones par nuit qui perturbe, qui menace, qui détruit la vie civile, manque d'électricité, d'énergie, de chaleur, mais aussi ce sont les drones déployés à travers toute l'Europe, pas seulement en Pologne, dans les pays de l'Europe centrale, mais aussi en Belgique et en France. Donc c'est la nouveauté de cette année, de cet hiver, que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre tournés, blessés, voire par les drones russes. Constantin Sigov, vous avez dit récemment que lorsqu'on lit et qu'on dit que les Ukrainiens sont fatigués par la guerre, que le désespoir les guette, ce sont en réalité des éléments, dites-vous, de langage et de la propagande russe. La motivation des Ukrainiens à continuer de se battre, vous nous garantissez aujourd'hui qu'elle est vraiment intacte? Vous en êtes certain? Vous l'observez? Vous savez, nous assistons à une vraie tragédie en temps direct. Récemment, il y a quelques jours, j'ai assisté sur la place Maïdan à Kiev à l'enterrement d'une immense photographe, Konstantin Gouzenko, très jeune. Et donc, toute la jeunesse ukrainienne était représentée par les images d'une beauté saisissante et aussi marque des tragédies. Si vous voulez, quand vous êtes en face de la mort d'être si proche, la question n'est pas est-ce que vous êtes fatigué ou pas. La question est-ce que vous êtes fidèle à cette personne. Est-ce que vous pouvez continuer dignement faire quelque chose qui correspond à son mode de vie et à sa mémoire et à sa présence, parce que ces images sont devant nous. Et lui, comme le photographe français Anthony Lelecan, lui tué par le drone russe en Ukraine, à mon avis, nous interpelle et nous engage à faire beaucoup plus, à mon avis, aujourd'hui. Vous connaissez, vous la côtoyez, la jeunesse ukrainienne, notamment parce que vous enseignez. Quelles preuves vous avez aujourd'hui ou quel témoignage de cette motivation de la jeunesse ukrainienne à continuer de défendre le territoire ukrainien contre les attaques russes? Beaucoup de nos étudiants sont engagés volontairement au front. Beaucoup de nos anciens étudiants ont déjà donné leur vie pour notre liberté et notre possibilité d'échanger aujourd'hui avec vous. Et donc, par exemple, on a déjà élaboré un certain nombre de bourses qui portent le nom de nos anciens étudiants. Et donc, nos étudiants aujourd'hui qui écoutent, qui participent dans nos échanges, savent le prix de notre dialogue et de notre vie universitaire de tous les jours.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un étudiant continue d'aller suivre des cours à l'université. C'est une vie universitaire à Kiev, par exemple, presque normale ou ponctuée en permanence par le bruit des drones, la nécessité d'aller se réfugier dans les abris. À quoi ça ressemble aujourd'hui d'être étudiant à Kiev en cette fin d'année 2025? Beaucoup d'étudiants sont venus accueillir et saluer, par exemple, les représentants des Arte, de l'Institut français, qui sont venus à Kiev il y a quelques jours. Et puis, à un moment donné, on était tous obligés de descendre dans l'abri anti-bombe parce que c'était un signal d'alerte et tous les portables des Français sonnaient. Et donc, par politesse, on a dû descendre. Mais aussi, on a beaucoup de coupures d'électricité, tout simplement, au long de la journée. Et donc, ça menace des ordinateurs, d'autres appareils. Donc, toute notre vie, y compris tout ce que nous utilisons, maintenant, d'une certaine manière, attaqué par le nihilisme d'agresseurs. Et donc, d'une manière ou d'une autre, au quotidien, on doit résister. Il y a la résistance du peuple ukrainien et puis il y a le dirigeant de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, empêtré ces derniers jours dans des affaires de corruption qui concernent son entourage proche et qui continue de se démener sur le plan diplomatique. Il était encore il y a quelques jours à Paris avec Emmanuel Macron. On sait aussi qu'il essaye de cultiver sa relation avec Donald Trump. Qu'est-ce que ça a changé pour la psyché ukrainienne, ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Est-ce que vous croyez, vous, à sa capacité d'obtenir un deal, comme il dit, avec Vladimir Poutine? Écoutez, on n'a plus d'illusions concernant malheureusement le personnage qui est maintenant à la Maison Blanche. On a vu plusieurs scènes au bureau Oval inoubliables, mais à mon avis, la question c'est vraiment nos capacités de promouvoir les sanctions beaucoup plus fortes. C'est la manière réelle d'arrêter la machine de guerre. Nous savons que l'économie russe est le colosse au pied d'argile. Et si les sanctions pratiquées par les Européennes sont renforcées par les sanctions réelles d'Amérique, c'est absolument nécessaire pour que vraiment on pratique, on parvient à la cessez de feu réel. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Constantin, de voir les Européens bouger, évoluer quant à leur perception de la menace russe et quant à la nécessité d'aider l'Ukraine? Parce que vous, vous n'avez de cesse de le rappeler, pour vous, l'Ukraine, c'est l'Europe et il faut que les Européens en aient pleinement conscience. Écoutez, à mon avis, les Européennes sont de plus en plus conscients que ce n'est pas la question majeure des chars russes sur les Champs-Élysées, la question que dans n'importe quel véhicule, les drones russes peuvent faire des dégâts au cœur même de la France ou en Belgique ou dans les pays voisins. Et donc, nous sommes menacés par une guerre hybride, la guerre d'information, mais aussi par la guerre tout court. Et la vraie question, comment nous pouvons engager aujourd'hui les décisions courageuses concernant par exemple les avoirs gelés russes ou d'autres, ou l'industrie tout simplement de la défense, pour qu'on puisse vraiment être convaincant, fort et de cette façon-là repousser l'agression qui pour le moment dans l'imaginaire du Kremlin n'a pas de limite. On parle ces derniers jours d'avancées russes dans le Donbass, de moyens considérables déployés par les Russes pour faire tomber notamment la ville de Pokrovsk. On parle aussi, et vous en parlez Constantin, de ces drones qui n'épargnent plus aucune ville d'Ukraine. En quoi ce quatrième hiver de guerre, il est semblable ou différent des trois autres qui l'ont précédé et comment vous, vous le vivez? Il est absolument nécessaire, effectivement, de protéger le ciel ukrainien. Cet hiver va être très très dur, difficile. Il y a plusieurs villes avec des millions d'habitants qui sont privés d'électricité, de chaleur. Précisément, si vous deviez adresser un dernier message aux Européens, j'allais dire les yeux dans les yeux, Constantin Sigov, qu'est-ce que vous leur diriez sur cette identité ukrainienne qui est peut-être aussi une identité européenne? Écoutez, il suffit d'entendre quelques notes de la musique de Sylvestrov. Aucun problème linguistique. Vous avez l'accès direct à la voix qui chante la liberté, qui résiste au pire, qui a le courage de consacrer toute sa vie pour transmettre la voix de cette nation, de cette culture, de cet engagement pour la liberté. Et à mon avis,
l'idée que la révolution de la dignité qui a engagé la génération Maïdan, magnifiquement représentée par cette musique de Sylvestrov. Et c'est ça qui nous permettra de ne jamais céder à une petite chanson défaitiste. Courage, c'est aussi la liberté qui est la nôtre. Vous avez le sentiment qu'il y a un défaitisme européen? Je crois que on n'a pas encore répondu à cette question. Qu'est-ce que les Européens vont faire si un pays comme Estonie est attaqué, si un membre de l'Union européenne, de l'OTAN, est bombardé? Et à mon avis, il faut répondre à cette question. Il faut avoir le courage et dire non à cette agression qui date depuis l'annexion de la Crimée. Donc ça fait 11 ans qu'on se prépare. On comprend qu'on est entré déjà dans une autre histoire de l'Europe et à mon avis, la carte européenne va dépendre en grande partie de notre décision par rapport à cette agression. Lorsque l'on voit que la Russie de Vladimir Poutine, ces dernières heures, ces derniers jours, a saboté une partie d'une ligne de chemin de fer qui est en Pologne et qui permet de rallier l'Ukraine, quel message envoie Vladimir Poutine aux Polonais, bien sûr, mais au-delà aux Européens? Écoutez, la seule chose qui peut aujourd'hui produire le pays de Poutine, c'est la peur. Il essaie de s'aimer la panique aussi bien en Pologne et en Europe, et il ne faut pas céder à cela. Euh, Nous voyons combien ce dragon essaie de gonfler, de montrer ses muscles, mais en fait, il va disparaître comme l'Union soviétique a disparu. Je n'ai aucun doute que poutinisme n'est plus vivable. Il sème la mort, il est tétanisé par la peur, et à mon avis, il faut tout faire pour ne pas céder à ce chantage. Qu'est-ce qui vous rend si certain de cette fragilité du poutinisme précisément? Parce que le dictateur est mortel et tout ce qui l'entoure, le système est figé, le système est absolument sclérosé, il n'y a pas de liberté et la liberté c'est la respiration de la société. Si la société ne respire plus, et il est condamné à ne pas durer. Nous avons déjà vécu la disparition de l'empire soviétique qui était beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante et cet empire nihiliste en face de nous, sûrement va disparaître. La question, quel prix allons-nous payer, nous, Ukrainiens et Européens, nous ensemble? Merci infiniment, Constantin Sigov, d'avoir été en ligne avec nous. Je renvoie à votre dernier ouvrage, Musique en résistance, et c'est publié à l'Est de Brest-Litovsk Édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous comme toujours sur arte.tv, YouTube et Instagram pour retrouver l'ensemble de nos contenus et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.